Chibounet qui dit qu'il n'a pas de son, alors que les autres en ont. Non alors, on est parti du principe qu'on allait balayer ensemble en fait l'arrêté. Et si vous avez des questions, du coup, on part dans le question et réponse. Question-réponse, voilà, comme ça nous permet de suivre et d'essayer d'être au plus proche des réactions. Dans la discussion du webinaire, on peut discuter ensemble et vous pouvez du coup échanger entre vous. Mais comme des fois, ça va très vite, on a du mal à les questions. Le mieux, c'est que quand vous avez des questions, vous les mettez dans le Q&A que vous avez dans le bandeau de Zoom. Comme on a l'habitude de faire finalement chacun de voilà, comme ça nous permet de pouvoir les traiter au fur et à mesure et le plus ou un plus grand nombre possible. Voilà. Donc, on démarre par l'article premier. Alors, on vous a normalement adressé également le résumé un petit peu simplifié des modifications de l'arrêté. Donc, sur la partie article 1er, audit initial, parce que bon, ils ont fait des modifications sur les arrêtés du 6 juin 2019. On voit bien là, c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Sur la partie audit initial, ce qu'il y a à retenir qui peut vous concerner et qui nous concerne surtout sur le plan administratif, c'est que l'on va devoir récupérer des éléments supplémentaires lors de la demande de devis ou au moment de la contractualisation. Maintenant, donc, on nous demande de récupérer le statut juridique de l'organisme et on nous demande de récupérer une description détaillée de l'activité de votre organisme, c'est-à-dire est-ce que vous mettez en œuvre des formations à distance, toutes ou en partie, des formations en situation de travail, des formations en alternance, des formations certifiantes. Si vous réalisez des formations en tant que sous-traitant ou en tant que sous-traité. Voilà, ces éléments-là, en fait, vont permettre très certainement, je pense que c'était l'objectif du ministère, de pouvoir réaliser derrière le jour de l'audit un échantillonnage de vos formations précises. On a une première question sur ce que signifie échantillonnage. Alors, échantillonnage, c'est-à-dire que sur par exemple, si on vous audite sur une activité où vous réalisez, je ne sais pas, vous avez 15 formations au catalogue, on ne pourra pas auditer les 15 formations. Donc, on n'a pas l'échantillonnage, le fait d'en choisir parmi les 15, d'en sélectionner certaines. Et le principe de l'échantillonnage, c'est d'être représentatif de l'activité. Donc, on en prendra une où vous faites du distanciel, on en prendra une où vous faites de l'alternance, etc. Bien évidemment, si vous n'êtes pas concerné, en fait, on le saura déjà dès la demande de devis. Si vous ne faites pas de formation en situation de travail ou en alternance, on n'ira pas voilà, échantillonner de cette façon-là. Mais voilà, pour un petit peu avoir l'idée du fonctionnement. On peut dire que là, rien de nouveau, tout ce qui est évoqué ailleurs est la redite de ce qui était déjà d'actualité. Donc, on ne va peut-être pas s'étendre sur les points qui ont déjà été… C'est bon, il y a l'histoire du bilan pédagogique financier pour les nouveaux enfants qui n'avaient pas encore de BPF, enfin, le bilan pédagogique et financier, ont demandé en fait une déclaration de chiffre d'affaires. Depuis quelque temps, de notre côté, on avait anticipé ces modifications-là, donc on fait remplir un formulaire avec le chiffre d'affaires par catégorie d'action, etc. Et donc maintenant, c'est officiellement demandé par les textes réglementaires. Il faut savoir que dans l'arrêté, en fait, il est précisé que si le jour de l'audit, on observe ou on constate des éléments qui peuvent aller à l'encontre de ce qui est déclaré, on a la possibilité de vérifier le livre journal ou le grand livre des recettes de l'organisme. Voilà. Il y a écrit peut être amené à valider l'état des produits par l'examen sur place des données comptables. Donc, ce n'est pas systématique. À mon sens, c'est si l'auditeur observe des incohérences entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement réalisé au jour de l'audit. Voilà. On répond en même temps. Okay. Voilà. On attend les Karen qui essayent de répondre aussi aux questions en même temps. Donc, voilà. Donc, la nouveauté supplémentaire et administrative, et c'est pour ça que je dis, bon, vous allez être impacté, mais nous, sur le plan administratif également, c'est qu'à chaque fois que vous allez signer un contrat de certification, qu'il soit initial ou de renouvellement, il faudra fournir une déclaration sur la date signée
attestant que vous n'avez pas, à la date de conclusion du contrat, conclu un contrat de certification avec un autre organisme certificateur pour les catégories sollicitées, ni fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de certification de moins de 3 mois. À savoir que ce paragraphe-là, on le retrouve un peu plus bas quand il s'agira du renouvellement. Donc, la déclaration fournisseur, la seule chose, c'est que pour les renouvellements, il faudra préciser que vous n'avez pas conclu un nouveau contrat et pas un contrat initial. Mais voilà, donc à chaque fois, quand il faudra contractualiser, donc on va faire en sorte de le mettre avec l'offre qu'on transmettra systématiquement. Oui, voilà. Donc c'est le cas de qualité en tous les cas. Voilà. Nous, on fournit des modèles. Le modèle, voilà. Donc, s'il y avait une fausse déclaration, sur les éléments transmis, il sera possible que, voilà, certification. Bon, cet élément-là était déjà présent, il est encore plus puisqu'il y a des engagements, on va dire, juridiques avec des attestations d'honneur, etc. Alors, il y a Rose qui nous pose une question sur les documents demandés dans l'article 1 ne concernent que les audits initiaux ou les audits de surveillance également. Peut-être que… Alors, du coup, on va l'aborder après. Après, du coup, il y a un paragraphe spécifique. Déjà, nous, quand on a commencé à planifier les audits de surveillance, on a remarqué qu'il y avait des fois des changements d'adresse, des changements d'interlocuteurs, etc. Donc, vous allez voir qu'il y a des éléments à vérifier avant l'audit de surveillance et la nouveauté, bon, je ne peux pas prendre on va l'aborder à la suite. On va devoir vérifier le bilan pédagogique financier avant l'audit de surveillance et la durée, si votre chiffre d'affaires venait à évoluer dans les tranches intermédiaires, supérieures ou inférieures aussi, ça peut être dans les deux sens. Alors, Marie-Christine nous dit, vous entrez dans une dynamique de contrôle. Alors, c'est indépendant de nous. Voilà, il faut le savoir. Voilà, c'est indépendant de nous. On a connaissance du référentiel et des modifications. Il y a peut-être une idée de mutualisation, en tous les cas, de l'information, plus qu'une dynamique de contrôle véritablement. En tous les cas, j'espère. Il y a Diane qui nous demande si on n'a pas fait de formation depuis l'initial, qu'est-ce qui se passe? En fait, rien ne change. Hein. On peut auditer les process sur la surveillance. Attention, en revanche, si au renouvellement, il n'y a toujours pas eu d'activité, on ne pourra pas maintenir la certification, on ne pourra pas faire le renouvellement. On ne pourra pas auditer les process, puisque de toute façon, maintenant, il faut avoir réalisé une action de formation pour réaliser un audit initial. Donc, oui, mais donc du coup, ça ne fonctionnera pas en tous les cas. En tout cas, il n'y a pas d'élément sur la surveillance, c'est bon. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée au ministère. Vous voyez, on discute en même temps par rapport aux nouveautés. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on avait l'autorisation des process. Mais visiblement, sur l'audit initial, on ne peut plus auditer les process, puisqu'il est imposé d'avoir réalisé une action par catégorie demandée. Donc, la question, la question quand même peut se poser de savoir si jamais il n'y en a pas eu, est-ce qu'on réaudite voilà, je mets un bémol quand même. Sur le fait qu'on ait la possibilité d'auditer uniquement des process. Ouais, parce que vu qu'en initial, maintenant, on ne peut plus, je vois pas pourquoi j'avais dit pour le renouvellement, c'est pas possible et c'est des confiances avec les. Oui, par contre, avec certitude, il nous avait dit qu'en renouvellement, s'il n'y avait pas d'action réalisée, en fait, on réduisait le périmètre. Mais en surveillance, ça mérite quand même qu'on pose la question. Voilà. En tout cas, dans la pratique, celle qu'on avait jusqu'à présent, c'était d'autoriser l'audit de process. Il n'y a rien qui est précisé en tout cas sur les textes, donc là on demandera éclaircissement pour voir quelle est la posture en fait du ministère, mais voilà. La déclaration est valable que pour l'audit initial ou pour les autres aussi? Non, la déclaration elle est valable. En fait, il n'y a pas besoin de faire une déclaration sur l'honneur pour l'audit de surveillance, parce qu'il y a déjà un contrat de signé. Par contre, il faudra la refaire pour l'audit, pour chaque audit de renouvellement. Ça. J'essaye de trier aussi, je sais pas, voilà. Bon, beaucoup de contenu peut-être sur le journal officiel, donc c'est moi qui ai la main maintenant sur, voilà.
Le bilan pédagogique de formation sera-t-il suffisant pour prouver les actions de formation ou faudra-t-il présenter un bilan comptable? En fait, c'est surtout pour les nouveaux entrants, ceux qui ont un bilan pédagogique et financier. Finalement, effectivement, c'est suffisant pour prouver que vous avez réalisé une action de formation par catégorie. Voilà. Mais pour les nouveaux entrants qui n'ont pas de bilan pédagogique financier, en fait, nous, c'est dans le formulaire de demande de devis qu'on demandera et en fait, on ne pourra pas planifier un audit de certification initiale tant qu'il n'y a pas, initiale ou même d'extension, tant qu'il n'y aura pas une action réalisée par catégorie. Ça, c'est vraiment précisé dans l'arrêté. Voilà. Donc, les choses, on ne va pas s'éterniser sur les choses qui ne changent pas parce que on a 1 heure devant nous. Donc, on va pas, voilà, je ne vais pas vous embêter avec les choses qui ne changent pas. Donc, du coup, oui. D'accord, je vais essayer de parler moins vite, excusez-moi, c'est un défaut de fabrique. Voilà, donc ici, vous voyez dans donc on vous partage l'arrêté. Ici, vous voyez ce que j'ai mis en surbrillance, ce sont les éléments nouveaux qui peuvent affecter, il y a un immense message, qui peuvent affecter la durée de l'audit initialement prévu au contrat. Donc, si le jour de l'audit, il est observé un élément nouveau qui affecte la durée de l'audit. Donc, le texte prévoit qu'on ajuste la durée en conséquence ou à défaut, on réalise un audit complémentaire pour assurer la conformité de l'audit initial aux modalités de calcul. Donc, à mon sens, ce paragraphe, il est là pour les néo-entrants qui déclareraient un chiffre d'affaires à moins de 150 000 et pour lequel on observerait lors de l'audit que finalement, les données montrent qu'il y en a davantage. Puisque, en fait, ici, on parle de l'audit initial. On ne parle pas, bizarrement, de la conformité de l'audit de surveillance ou de l'audit de renouvellement. On ne parlait que de l'audit initial dans ce paragraphe-là. Voilà. Ensuite, bon, les locaux et la possibilité de réaliser l'audit dans un lieu convenu, c'est toujours le cas. Donc, l'échantillonnage dont j'ai parlé tout à l'heure et pour lequel on me demandait qu'est-ce que c'était qu'un échantillonnage, on le voit donc apparaître ici. Donc, c'est le choix des formations que l'on va auditer et des sessions de formation et des stagiaires. Parce que quand on fait un audit, finalement, moi, j'aime bien imaginer qu'on déroule une pelote et qu'on essaye d'aller au bout du sujet. Donc, on va d'abord choisir finalement la formation qui va être auditée, puis la date de la session, puis le stagiaire X, Y, etc. Et ces éléments-là, en fait, bon, de notre côté, c'était déjà le cas parce que ce sont des règles d'audit et des règles d'accréditation, mais ils n'étaient pas fournis avant, finalement, la réunion d'ouverture, c'est-à-dire le jour J de l'audit. Puisque sinon, c'est pas représentatif. Il faut que l'échantillonnage soit vraiment réalisé au hasard et que vous ne soyez pas préparé, préparé façon de parler. L'objectif, c'est que vous soyez pris pour l'ensemble de vos formations de la même manière. Si on vous prévient en avance que vous allez être audité sur telle ou telle action, vous allez vous préparer beaucoup plus assidûment à celle-ci et c'est dommage parce que c'est pas l'objectif de l'audit. Ok, je laisse Nathan poser les questions. Alors, il y a une grande question de Madame Bojard. L'organisme, donc je vous la lis, l'organisme certificateur refuse de certifier Calliope pour la catégorie action, formation et bilan de compétences car la cliente n'a pas réalisé d'action dans ces 2 catégories concernées, seulement en apprentissage. Pour moi, elle est considérée comme une nouvelle entrante et donc ses processus et documents sont prêts à être utilisés dans le cas où elle réalisera des actions de formation ou du bilan de compétences. La question, y a-t-il une obligation de réaliser une action entre l'audit initial et surveillance? Alors, oui, il y a une demi-réponse. En théorie, tu as raison, pas de règle dans ce sens dans les arrêtés, mais tu ne peux pas être nouvel entrant 2 fois. Certains OC, organismes certificateurs, le pratiquent, et il y a eu des réponses de la DGEFP dans ce sens. Faites un recours au COFRA qui questionnera la DGEFP si elle n'a pas déjà la réponse officielle. Oui, alors nous, on a déjà questionné la DGEFP, on a des difficultés parfois parce qu'on n'a pas
Il n'y a pas une homogénéité dans les réponses que l'on obtient entre certificateurs. On l'a déjà soulevé entre nous, on en parle, on se réunit même à ce titre-là. On espère on leur a demandé même que les réponses soient diffusées. Finalement, quand un OC pose une question, on a demandé à ce que les réponses soient diffusées à l'ensemble des OC, parce que ça peut du coup permettre une homogénéisation. Donc, nous, on conserve précieusement les traces des réponses pour pouvoir justifier, justifier en cas d'audit de nos pratiques. Mais voilà, très bonne question et on leur retracera si jamais pour qu'ils puissent alimenter leur FAQ, puisque là, on a reçu un mail ce matin donc, du ministère nous informant de la parution de l'arrêté. Donc, on y répondra en abordant toutes les questions qui vont être posées. Voilà. Autre question. Spectateur anonyme. Quelles sont les règles d'échantillonnage pour Calicia? Les règles d'échantillonnage, étant donné que je viens d'aborder le sujet, elles ne peuvent pas être déterminées en amont. Donc, la règle, c'est que vous ne le sachiez qu'au moment de l'audit. Voilà. Comment font les OPAC type IFPS ou CFA en création? Si je ne dis pas de bêtises, ils ont… Karen? Sauf erreur de ma part, l'UAI, il est nécessaire d'avoir un contrat d'apprentissage en cours pour demander l'UAI. Donc, du coup, la prestation est déjà signée. Donc, je pense que ça ne posera pas de problème. En revanche, je ne suis pas au clair avec le IFPS. Je ne l'ai pas. Avez-vous prévu un document de ce qui change de manière synthétique? Ça va être prévu. Je vais m'en occuper moi cet après-midi et j'enverrai donc à toutes les personnes qui sont inscrites. Je vous enverrai un doc comme on a l'habitude de faire pour avoir un récap en fait assez clair et précis qui tient sur une page. Que l'article est assez complet, mais c'est prévu, Mathilde. Et il y a là, ouais, en plus. Alors voilà, il y a déjà un article sur notre site, mais il y a possibilité, je pense, de peut-être résumer et de faire et d'en tirer des gros points plus synthétiques. Alors, réponse. Oui. Catherine nous dit que… Cataline, pardon, je suis désolée, mais on ne voulait pas, je lis mal, j'ai des problèmes de… Cataline nous dit qu'effectivement, pour obtenir un NDA, il faut une prestation facturée, parce que la question qui se posait, c'était est-ce que des formations gratuites peuvent être prises en compte? Et il n'est pas mentionné que la prestation doit être facturée pour être prise en compte. Non. Tant que ça répond aux exigences de la formation. Le côté facturation, en tous les cas, voilà, une facture, enfin voilà, n'est pas une facture à zéro, mais pas facturée enfin, je pense qu'une formation offerte, par exemple, oui. Dans la mesure où elle répond et où il y a une convention de formation, etc., et où elle répond aux exigences. En tous les cas, il ne me semble pas avoir lu que la facturation a été demandée comme exigée, en tout cas, ou exigée. Si je vois, il parlait un peu d'IFAS et d'IFSI. Ah, IFAS et IFSI. C'est le même principe. Oui, mais le principe est le même, en fait, que les CFA, exactement. Que se passe-t-il quand sont seules faites des formations au bilan de compétences en sous-traitance? Certains indicateurs sont remplis côté donneur d'ordre. Comment est réalisé l'audit de surveillance? Oui, c'est pas le sujet. Voilà, excusez-moi, mais là, on s'égare un peu par rapport au webinaire. Il y a 8 pages à passer. Du coup, les questions… voilà, on a des webinaires qui sont prévus, surtout sur les audits initiaux, le 16 juin et sur les surveillances en juillet. Donc, on vous invite à vous inscrire sur ce type de webinaire-là parce que sinon, on va trop s'égarer du sujet principal. Voilà, et je voudrais quand même avancer pour pouvoir balayer l'ensemble du… Désolée, mais voilà, de l'arrêté. Voilà. Donc, l'organisme candidat s'engage à disposer de tous les éléments de preuve permettant d'attester la conformité au référentiel et susceptible d'être demandé par l'auditeur lors de l'audit. L'absence de preuve le jour de l'audit fait l'objet d'une non-conformité. C'était déjà le cas, mais voilà, il faut vraiment bien avoir ça en tête et il faut pouvoir transmettre les éléments de preuve dans le temps imparti. Donc, ça, c'est un petit retour d'expérience d'ailleurs pour les audits de surveillance. L'organisation derrière que vous avez dans la traçabilité des éléments est hyper importante pour pouvoir assurer l'audit de surveillance dans de bonnes conditions également. Donc, la nouveauté qui est intéressante, c'est que la définition du nouvel entrant a été précisée.
Donc là, on parle de première année d'activité. Maintenant, donc un nouvel entrant est un prestataire qui est dans sa première année d'activité ou un prestataire qui va débuter sur une nouvelle catégorie d'action pour les indicateurs applicables à cette catégorie-là. Voilà. Donc, pour les nouveaux entrants, il y a une liste d'indicateurs, du coup, sur lesquels les modalités d'audit sont adaptées. C'était déjà, en fait, dans le guide de lecture du référentiel national qualité. Ce qu'il y a, c'est que comme le guide de lecture était quand même normalement non opposable, c'est ce qu'on nous disait, c'était difficile de pouvoir dire que les exigences supplémentaires apportées par le guide étaient applicables systématiquement. Donc là, en fait, en l'écrivant dans les textes, selon moi, l'objectif, c'est de rendre ces éléments-là opposables. Voilà, donc la mise en œuvre de ces indicateurs-là étant vérifiée à l'audit de surveillance. Donc, il est demandé maintenant que le support d'enregistrement d'audit transmis par l'auditeur mentionne l'échantillonnage des actions par catégorie d'action. De notre côté, c'était déjà le cas. Nos rapports comprennent chaque indicateur les 4 catégories d'actions si vous êtes concerné par les 4, les 2 si vous n'en êtes concerné que par 2. Voilà, mais au moins, c'est par catégorie d'action. Et précise donc l'échantillonnage réalisé. Donc, nous, on avait aussi dans notre rapport un endroit prévu à cet effet pour préciser l'échantillonnage choisi. Voilà. Et les éléments de preuve apportés par l'organisme sont précisés dans le rapport lorsqu'elles sont consultées lors de l'audit. C'était déjà le cas aussi de notre côté, mais ce n'était pas une obligation. Donc, ils l'ont rajouté de façon obligatoire. Voilà. Ensuite, il demande donc que les conclusions de l'audit soient datées et signées par l'auditeur et notifiées à l'organisme selon la procédure que définit l'organisme certificateur. De notre côté, on a déjà en fait notre PV de clôture ou notre fichier réunion de clôture qui est daté et signé et qui permet de retranscrire en fait les conclusions de l'audit. Donc, ça ne changera rien et on demande à nos auditeurs de vous le laisser à la fin de l'audit. Voilà. Il y a des non-conformités, donc le libellé de la non-conformité spécifie la catégorie d'action concernée, c'était déjà le cas, voilà, puisque ça permet de pouvoir certifier sur une catégorie d'action et pas les autres si certains candidats estiment qu'ils ne veulent pas lever les non-conformités sur, voilà. Ensuite, je continue pour ne rien oublier, je continue à balayer de cette façon-là. Allez, une petite pause question. Oui. Mathilde qui nous dit « J'ai cru comprendre qu'il y a un changement majeur et que l'organisme certificateur a le droit, avec cet arrêté, de déréférencer, retirer la certification Calliope à un organisme de formation. » Ai-je bien compris? C'était déjà le cas. C'est tant mieux si vous n'en aviez pas conscience et que vous faisiez du bon travail, mais effectivement, le certificateur a la possibilité de suspendre, voire de retirer, selon différents cas, la certification à un organisme. On ne fait pas que la donner. C'est-à-dire que, bon, on rejoint un petit peu finalement la suite de l'arrêté, mais qui était déjà, en fait, ça, ce ne sont pas des modifications, c'était déjà le cas. Si vous avez des non-conformités majeures non levées, donc plus de 5 mineures, voilà, une ou plusieurs majeures, et que vous ne la levez pas dans les délais, vous pouvez, en fait, avoir votre certification qui est suspendue. Si au bout de 3 mois après suspension, vous n'avez toujours pas levé, votre certification peut être retirée. De la même façon, si vous ne respectez pas les règles contractuelles, vous pouvez aussi être suspendu puis retiré. Je pense là tout de suite à des défauts de paiement, ce genre de choses. Voilà, à partir du moment où vous ne respectez pas le cadre contractuel avec votre certificateur, effectivement, vous pouvez avoir votre certification qui soit suspendue, voire retirée. Ou alors aussi, ça nous arrive d'avoir d'ailleurs, on en parlera après, mais des plaintes, en fait, nous on appelle ça des plaintes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans le cadre de la norme d'accréditation, mais voilà, des personnes qui identifient qu'il y a une non-conformité dans un organisme et qui font remonter l'information à leur certificateur. Suivant la gravité de cette plainte-là, il peut y avoir une suspension immédiate en attendant la levée de la non-conformité, ou alors il peut y avoir une demande de non-conformité dans un délai imparti, et si ce n'est pas réalisé, une suspension puis un retrait. Voilà, il y a plusieurs cas comme ça de suspension ou retrait possible. Ensuite, les nouveautés. Donc, le certificat délivré, il doit comporter en sus de celui que vous aviez précédemment, donc le numéro de sirène. Ça, c'est une nouveauté.
Le texte est applicable au lendemain pour une partie des exigences et au 1er septembre pour une autre partie, on rebalayera ça après. La question que l'on se pose, c'est de savoir si on doit réémettre les X certificats émis. On pense que non, puisqu'il précise que c'est à partir d'eux. Donc, selon nous, il n'y a pas besoin de réémission des certificats. On va peut-être poser la question au cas où. Donc, si on ne vous renvoie pas vos certificats, c'est que, en fait, c'est à partir des certificats que l'on émet, on va dire, maintenant qu'il faudra rajouter le sirène. Voilà. De la même façon, on transmet à nos clients une attestation de surveillance. Sachez que cette attestation de surveillance n'est pas une obligation. On vous le fait parce que on a trouvé que c'était sympathique de formaliser en fait que votre audit de surveillance était réussi par le biais de cette attestation-là. Mais voilà, ce n'est pas une obligation. Donc là, en fait, la nouveauté, c'est que vous devez afficher votre certificat dans vos locaux et sur votre site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet ou que vous n'avez pas de locaux, il faut que vous soyez en mesure de le fournir, de fournir une copie à j'ai envie de dire, toute tierce personne qui vous en ferait la demande. Candidat, stagiaire, apprenti ou financeur. Voilà. Donc, ces éléments-là, en fait, seront vérifiés lors des audits, mais pourront aussi être vus à tout moment par une tierce personne qui dépose une plainte à l'encontre de l'OPAC. Et du coup, si tel était le cas, ça engendrerait une non-conformité majeure. Donc, la nouveauté pour votre prochain audit, c'est d'afficher votre certificat dans vos locaux et sur votre site Internet si vous en avez un. Oui. Yes. Ouais. Il y a une question qui me paraît pertinente sur la taille du certificat à afficher. Visible. Voilà, alors exactement, ça a été ma réponse. On n'a pas d'information particulière, j'ai juste marqué en réponse qu'il devait être visible et lisible du coup. Voilà. Donc, les formats A4, c'est très bien. Attention de le reproduire, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas un écho là. Attention de le reproduire dans son intégralité. Voilà, ça fait partie des règles de charte d'utilisation des marques et des certificats. C'est la reproduction dans son intégralité et pas à moitié ou un tiers ou voilà, ou juste le nom de votre entreprise. Voilà, il faut vraiment le reproduire dans son intégralité. Il y a d'autres questions, je pense, qui sont importantes. Si nous louons une salle, nous devons mettre le certificat. Alors, le certificat, il est affichable que dans la mesure où vous avez des locaux dédiés à la formation et qui sont voilà, des locaux tout simplement. Des locaux. Ouais. Voilà. Si vous avez un site Internet, il faut penser à le mettre visible sur le site également. Et il y avait une autre question. Le certificat doit être affiché au siège ou dans l'ensemble des lieux où nous proposons des formations. Si c'est multi-site, dans l'ensemble. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est plus simple, au moins, vous vous assurez d'être en conformité en le mettant partout. En ce qui concerne l'audit de surveillance, excusez-moi. Super. On essaye de s'échanger les micros, donc c'est pas toujours facile. Donc, à partir du 1er septembre, du coup, cette exigence, c'est-à-dire que ceux qui ont un audit de surveillance planifié prochainement, ça sera applicable qu'à partir du 1er septembre. Il y a un échantillonnage, je vais utiliser ce mot-là, mais des indicateurs, c'est-à-dire que alors là, on vous le diffuse brut tel qu'il est écrit dans la réglementation, mais dans notre article, on vous a vraiment donné le détail. Qu'est-ce qui est vérifié comme indicateur? Ceux qui ont fait l'objet d'une non-conformité à l'audit initial, donc puisqu'il faudra que l'auditeur puisse vérifier que les actions correctives ont été efficaces et les mesures préventives du plan d'action aussi sont mises en place. Ensuite, les indicateurs qui, en fait, dans le référentiel, comme vous le savez, il y a des indicateurs qui ne peuvent donner lieu qu'à une non-conformité majeure. Donc, ceux-là sont systématiquement audités.
Et en sus de ces indicateurs-là, il y aura le 1, le 17, le 19. Et pour les concernés, l'indicateur 3 du référentiel national qualité. Voilà. Il faut savoir aussi que pour ceux qui ont eu donc un label CNEFOP en initial et qui ont donc bénéficié des conditions de durée aménagée de l'audit, les indicateurs qui n'ont pas été vérifiés à l'initial devront quand même être audités en surveillance. Donc là, on s'est tordu les méninges avec Karen quand on a voulu l'interpréter. On en est arrivé à la conclusion que, par exemple, si lors de l'audit de surveillance, l'ensemble des indicateurs qui sont cités en fait précédemment, quand on fait le rapport entre celui de l'audit initial et celui de l'audit de surveillance avec les indicateurs obligatoires à ce jour à vérifier, si en gros il y a des indicateurs qui manquent entre l'initial qui était aménagé et la surveillance qui est aménagée, s'il en manque, il faut absolument les revoir lors de l'audit de surveillance. Je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Je ne sais pas si j'essaie de reformuler ou voilà. Sinon, poser la question peut-être pour plus de clarté. J'aurais bien aimé montrer un exemple, mais j'ai envie de dire, par exemple, imaginons à l'audit initial l'indicateur numéro 2 en aménagé qui n'est pas audité. Je dis une bêtise, hein, mais voilà. Et là, dans l'échantillonnage qu'on est en train d'observer, on voit bien qu'il n'est pas audité non plus. Ben voilà. Pour les CNEFOP, du coup, pour lesquels le 2 n'avait pas été audité, il sera donc du coup audité en surveillance en sus de ce qu'on vient de voir. Voilà. Comme ça, j'ai mis un petit exemple opérationnel, on va dire. Voilà. Donc ensuite, pour les organismes audités en tant que nouveaux entrants à l'initial, là, en surveillance, il faudra procéder à la revue de l'ensemble des indicateurs applicables. Donc, c'est là où, pour moi, s'il y avait par contre pas eu d'action, aujourd'hui, on est obligé d'en avoir une à l'audit initial. Mais si, par exemple, par le passé, il n'y avait pas eu d'action en initial et qu'il n'y en avait toujours pas eu en surveillance, c'est là où, pour moi, ça pouvait poser problème pour rebalayer l'ensemble des process. Donc, il faut savoir qu'un audit de surveillance, comme un audit de renouvellement, comme un audit initial, peut donner lieu à des non-conformités. C'est la phrase qui est précisée ici. Oui. Alors, Tiffany nous pose une question. Pour les organismes ayant l'audit de surveillance avant septembre, l'ensemble des indicateurs restent audités. Oui, Tiffany. Les dispositions qui concernent la surveillance ne sont applicables qu'à partir du 1er septembre. Donc, pour continuer, l'exigence qui est en dessous, c'est le fait que l'on vérifiera lors de l'audit de surveillance le respect de l'obligation d'affichage et de la communication du certificat et que le non-respect entraîne donc une majeure. On en a déjà parlé, mais donc c'est précisé ici exactement. Pour donc l'audit de surveillance, on en a parlé aussi tout à l'heure, je vous ai dit que je devançais un peu, mais avant l'audit, on devra vérifier les éléments nécessaires à l'actualisation des données administratives, bon, chose qu'on faisait déjà, en fait, puisqu'on avait remarqué qu'il y avait quand même souvent des déménagements, des changements d'interlocuteurs, etc. Donc là, vérifier l'actualisation des données administratives. Je mets un point d'attention sur ça. Nous, pour planifier les audits de surveillance, en fait, on vous contacte, on revient vers vous. C'est bien si vous revenez vers nous. D'ailleurs, on dit toujours, attention, revenez quand même vers nous. Mais en fait, on prend le parti de vous contacter. Et quand il y a des données administratives, les coordonnées qui changent, en fait, c'est important de nous prévenir si vous voulez qu'on puisse vous contacter parce qu'on se retrouve des fois avec des dossiers où on a beau appeler sur le numéro de téléphone et envoyer des mails, c'est absent, on ne trouve pas. Et en fait, c'est au moment où la certification est suspendue pour défaut de planification de l'audit qu'on revient vers nous en disant non, en fait, c'est plus la même personne qui gère. Voilà. Donc, il faudra récupérer aussi de notre côté un organigramme à jour et les adresses des titres si elles ont changé. De la même façon, une nouvelle description de l'activité concernant, comme on l'a vu à l'audit initial, et le dernier bilan pédagogique et financier en vue de déterminer la durée de l'audit. Donc, parce que si votre chiffre d'affaires a évolué dans un sens ou dans l'autre et qu'il a changé de tranche, on sera amené à réévaluer donc la durée de l'audit. C'est bon, c'est fait. Juste là pour revenir sur
sur les informations qu'on demande à la surveillance, notamment par rapport à la description de l'activité, il faut savoir que les auditeurs le faisaient déjà pour préparer le plan d'audit. Donc, en fait, on ne fait qu'anticiper. C'est juste qu'on a changé d'interlocuteur sur ces questions-là, mais l'auditeur, de toute façon, devait vous interroger pour préparer son plan d'audit sur les questions qu'on va poser par rapport au descriptif. Et pas de panique non plus par rapport au fait qu'on demande le BPF maintenant à la surveillance, puisqu'en fait, juste pour rappel ou pour info, les paliers pour changer de durée en termes de chiffre d'affaires sur la surveillance, c'est en dessous ou au-delà de 750 000 euros. Donc, même si vous passez entre l'initiale et la surveillance de moins de 150 000 à plus 150 000, ça ne va pas impacter la durée de votre chiffre d'affaires. Il faudrait vraiment que vous passiez le cap de 750 000 euros. Effectivement, si c'est le cas, eh bien, on sera ravis de passer un peu plus de temps avec vous parce qu'on aura plus de choses à voir. Dis, je démystifie, parce que ça fait peur de dire qu'on va contrôler le BPF, mais c'est vrai que le delta il y a 3 paliers sur l'initial, il n'y en a que 2 sur la surveillance, et du coup, ça impactera que très peu de personnes finalement. Je reprends le micro. Donc ensuite, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle pour les néo-entrants qui donc sont nouveaux entrants à l'audit initial, puisque dans leurs premières années d'activité, à l'audit de surveillance, il faudra que l'on majore d'une demi-journée leur audit afin de permettre de vérifier les indicateurs dont la mise en œuvre effective sera auditée à la surveillance. Voilà. Donc là, il faudra rajouter une demi-journée. Donc, de la même façon, il faudra qu'on demande pour ceux qui ont déjà été néo-entrants et qui n'ont pas encore passé leur audit de surveillance, voir est-ce que c'est rétroactif. Je pense que malheureusement, oui, puisqu'on va redemander le BPF en fait au moment de l'audit. Et voilà, je pense que du coup, ça risque d'augmenter d'une demi-journée, mais c'est une question que l'on va soumettre pour s'assurer de la bonne interprétation. De la même façon, les déclarations, etc., peuvent remettre en question la décision de certification ou son maintien. Là, on a, je vais pas vous le rebalayer parce qu'on a exactement la même chose que pour l'audit initial avec l'échantillonnage des actions, etc. Voilà, l'absence de preuves. On a compris, hein, du coup. Oui. Ouais. OK. Donc, pour l'audit de surveillance, on conduit l'analyse des éléments administratifs et de la conformité du référentiel par analyse d'une ou plusieurs actions conduites depuis le précédent audit et les actions conduites dans le cadre de l'amélioration continue de l'organisme. Voilà. Donc, l'audit de surveillance est réalisé à distance. Attention, ceux qui ont bénéficié, ceux qui ont eu la mesure dérogatoire liée au Covid, ce décret-là, cet arrêté-là, n'est pas modificatif de décret sur les mesures dérogatoires liées au Covid. C'est-à-dire que si vous aviez réalisé votre audit initial à distance, l'audit de surveillance reste obligatoirement en présentiel, même s'il y a cet arrêté-là, puisqu'il ne modifie pas l'autre. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut retenir comme modification, c'est que avant, en fait, à la demande de l'organisme audité, c'était pas possible. Si vous vouliez faire votre audit en présentiel et pas à distance, il fallait justifier pourquoi. Voilà. Là maintenant, vous pouvez simplement nous dire, je veux le faire en présentiel et c'est autorisé. Ce qui est finalement pour nous plus logique puisque on rejoint en plus les pratiques d'audit, voilà, qui sont standards. Voilà. Ensuite, de la même façon, les supports d'enregistrement d'audit mentionneront l'échantillonnage, etc. On l'a déjà vu, c'est la même chose que pour l'initial. L'audit de renouvellement, du coup, on passe à l'audit de renouvellement ou oui? On me regarde avec des grandes yeux. Voilà, ils sont à fond dans les questions et voilà. Donc, l'audit de renouvellement, comme l'audit initial, il est obligatoirement sur place. Il est à réaliser avant la date d'échéance du certificat dans des délais compatibles avec la levée des non-conformités majeures si jamais vous deviez en avoir. Nous, on préconise de le faire au moins 4 mois avant la fin de validité, puisqu'il y a 3 mois de délai pour la levée des NC. Vous pouvez faire plus rapide, mais voilà, ce sont les délais maxi. Et nous, on se donne 3 semaines pour faire la prise de décision. Ce qui est quand même déjà très, très sportif à tenir les 3 semaines parce qu'il y a des périodes chargées où je peux vous dire qu'on ne décroche pas de faire de la relecture puisque tous les rapports sont relus avant de faire les prises de décision.
Le fait d'anticiper votre audit de renouvellement n'est pas un handicap puisque le décret prévoit, enfin l'arrêté pardon, prévoit que la date de renouvellement soit au lendemain de la fin de validité de votre précédent audit. Ce qui fait que voilà, vous ne perdez pas de bénéfice à le faire en avance. Donc voilà, nous on préconise minimum 4 mois. Bien évidemment, si vous voulez le faire de façon plus courte, voilà, vous pouvez, mais vous prenez le risque de ne pas avoir la décision avant la fin de validité. Ça va entraîner finalement, moi je dis un trou dans la raquette, mais voilà. Expression d'ariégeoise peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc, si la demande de renouvellement de certification est adressée à un organisme certificateur différent de celui qui a délivré la certification antérieure, on retrouve la fameuse déclaration sur l'honneur qu'il faudra signer en précisant qu'il n'y a pas eu de nouveau contrat de certification avec un autre organisme certificateur. Cette déclaration devra mentionner la fin de validité de la certification en cours. Voilà. Et on pourra procéder du coup en fait, c'est la procédure de transfert en collectant auprès de l'ancien certificateur une copie du certificat et le dossier qui détaille les non-conformités. Et les réclamations reçues s'il y en avait. Voilà. Donc, l'audit de renouvellement donne lieu à l'obtention d'un nouveau certificat, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont la date est au lendemain de l'échéance du précédent. Donc, c'est pour ça, ça vaut le coup de pouvoir anticiper son audit aussi un petit peu pour ne pas prendre de risques. Alors, question visiblement. Juste, je réponds à une. Je te donne le micro. C'est fait. Je réponds à une question. Effectivement, on préconise d'anticiper à 4 mois, mais effectivement, on peut accepter jusqu'à 6 mois. C'est pas problématique pour Qualicia, en tous les cas, d'anticiper ce renouvellement à 6 mois. Parce que c'était une question. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Donc, pour le refus, la suspension ou le retrait de certification, donc ils ont précisé que c'est au regard de la gravité ou du nombre ou de la récurrence des non-conformités. Donc, on avait déjà des dispositions prévues qui précisaient que la majeure était bloquante, plus de 5 mineurs entraînait une majeure et donc un élément bloquant. Nous, de notre côté, pour savoir, il y a une analyse de risque qui est menée à la fin de chaque audit pour savoir si on déclenche un audit complémentaire ou si votre audit de surveillance est obligatoirement en présentiel. Voilà, ce genre d'éléments-là. On avait déjà indiqué un nombre de non-conformités maximum. Et la récurrence, en fait, c'est si vous avez une mineure qui n'est pas levée à l'audit suivant, elle devient majeure. Voilà, pour préciser un petit peu ces dispositions-là. Ils ont reprécisé ici donc les indicateurs qui ne peuvent donner lieu qu'à des non-conformités majeures. Voilà. Donc, de la même façon qu'ils ont précisé les indicateurs sur les dispositions pour les nouveaux entrants, ils l'ont précisé ici, ce qui permet finalement que ça soit opposable. La mise en œuvre donc, des actions correctives ne doit pas dépasser un délai fixé en fonction du niveau de gravité. On vous précise que la mineure, c'est 6 mois et que la majeure, c'est 3 mois. Voilà. Hop, traitement des signalements. Voilà. Donc, traitement des signalements, comme on vous le disait, en fait, on reçoit, ça peut venir, en fait, les signalements peuvent venir de tierces parties, voilà, de partout. Tierces parties, OPCO, DRETS, financeurs, bénéficiaires, voilà. Donc, on se doit de traiter ces réclamations-là. C'était déjà, en fait, quelque chose que l'on réalisait parce que c'est prévu par, en fait, les règles d'accréditation. Ils l'ont précisé ici et ils précisent d'ailleurs qu'on doit respecter les règles d'accréditation à ce titre-là. Voilà. Ils ont ajouté que la gravité du signalement, en fonction de la gravité du signalement, on pouvait décider de suspendre en fait immédiatement la certification à titre conservatoire dans l'attente de la réalisation d'un audit complémentaire. Voilà. Quand les gravités sont pas si poussées, en fait, on va vous donner un délai pour nous justifier de la levée de la non-conformité. Voilà. Et donc, le certificateur prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine du signalement. Sachez que les procédures de traitement des réclamations et plaintes sont disponibles. Pour notre part, elle est sur notre site Internet, mais tous les certificateurs sont censés vous la donner si vous la demandez. C'est une règle.
Et du coup, prenez connaissance de ces procédures-là pour savoir les mesures, préserver les mesures en place pour préserver la confidentialité. Ensuite, c'est bon, je continue. Juste, on sourit parce qu'on a un spectateur anonyme qui nous demande, à votre avis, est-ce plus simple de faire l'audit de surveillance avant ou après? Et donc, Nathan a répondu, à vous d'en juger. Mais théoriquement, effectivement, c'est censé être allégé après le 1er septembre. Maintenant, plus simple ou pas, j'en suis pas sûre. Du coup. Si votre audit est déjà planifié, ne le reportez pas parce que enfin voilà, un report d'audit, c'est jamais simple à gérer. Donc voilà. Voilà. Et après, pour la planification, honnêtement, si vous êtes OK et prêt, que vous soyez audité au mois de juillet ou au mois de septembre, si vous êtes sûr de vos process, il n'y a pas de raison que ça soit plus ou moins simple. Juste, c'est vrai qu'avec plus de non-conformité, c'est un peu plus sportif. Voilà, peut-être. Voilà, parce qu'il y a plus d'indicateurs. Surtout si vous avez 3 catégories d'actions avec un chiffre d'affaires intermédiaire. Voilà, alors, ensuite, du coup, j'en étais au cas des organismes multisites, l'échangement, Karen, aide-moi. Alors, l'échangement, ça va être surtout sur l'échantillonnage qui est possible sur des sites qui sont rajoutés, c'est-à-dire qu'un multisite auquel vous allez vouloir rajouter plusieurs sites. Jusque-là, on devait auditer chacun des nouveaux sites. Là, il sera possible de présenter l'intégralité des nouveaux sites à ajouter et on pourra à ce moment-là échantillonner et pas auditer chacun des sites. En revanche, si les sites s'ajoutent au compte-gouttes, et on sera obligé de les auditer un par un et de tous les passer en revue. C'est lorsqu'il y a un groupement de nouveaux sites qui vont être ajoutés. Oui, donc la préconisation, ça serait, si vous savez que vous allez en ouvrir 4, de ne pas les faire au compte-gouttes et d'attendre que les 4 soient ouverts pour les ajouter. Parce qu'au lieu de faire 4 fois 0,5, on pourra faire racine de 4 et on fera 2 fois 0,5 sites. Que les sites échantillonnés sont sur une demi-journée. Voilà. Ensuite, du coup, on va aborder le transfert de certification. J'espère qu'on est dans les temps. On est pas mal. Voilà, on est pas mal. Donc, pour le transfert de certification, ils ont rajouté que alors, on avait des petites problématiques puisque du coup, quand on recevait une demande de transfert de quelqu'un qui était chez Honnête Certificateur pour venir chez Qualicia, quand on faisait la demande auprès de l'ancien certificateur pouvait des fois refuser que la demande vienne de notre part. Donc, de ce fait, ils ont précisé que, en fait, le fait qu'on nous demande de transférer une certification nous donnait l'autorisation de la réclamer, en fait, auprès de l'ancien certificateur. On met quand même des bémols sur ça, puisque ça n'enlève pas le cadre contractuel et finalement, oui, juridique et contractuel que vous avez avec votre ancien certificateur, qui, du coup, si votre contrat n'est pas, échu, conclu ou rompu de façon conforme en fait aux conditions générales que vous avez signées, voilà, il peut y avoir un blocage qui soit réalisé. En tout cas, on sera quand même légitime à demander les éléments à l'ancien certificateur. Voilà. En clair, c'est une simplification administrative entre certificateurs. Voilà, donc de la même façon, là, on examinera les éléments de l'ancien certificateur. Donc, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Voilà. En l'absence… ah oui, si. Ce qui peut changer, c'est lorsque il y a eu des cas comme ça, en fait, des certificateurs qui ont perdu leur accréditation et à qui, en fait, on a demandé des dossiers qu'on n'a jamais obtenus. Malheureusement, malgré les relances multiples et variées, les 6 mois de délai pour transférer la certification, parce que du coup, quand vous êtes chez un certificateur qui perd son accréditation, vous avez 6 mois pour transférer votre certification chez un autre. Et malgré les 6 mois les 6 mois étaient passés, on n'a jamais réussi à obtenir le rapport. Et donc, le ministère prévoit que dans ce genre de situation-là, on puisse faire une reprise avec un audit complémentaire.
Voilà, puisque le refus de l'accréditation de l'ancien organisme certificateur peut remettre quand même en question les décisions qu'il a, peut remettre et remet en question les décisions qu'il a quand même émises. Et donc, voilà, nous oblige à vérifier par le biais d'un audit complémentaire, donc qui pourra être moins élevé qu'un audit initial et repartir à zéro. Voilà, mais il y en a beaucoup finalement qui ont été obligés de repartir sur un audit initial parce qu'on n'a pas réussi à faire des transferts. J'ai une question, Lucie. Est-ce qu'un OCE Oui, alors, Pardon. ouais. Est-ce qu'un OCE qui perd sa certification a l'obligation de prévenir ses certifiés? Alors, oui. Alors, nous, c'est une accréditation, pas une certification, mais bon, peu importe, j'ai compris. Oui, effectivement, il y a l'obligation de prévenir. Pour notre part, en fait, c'est prévu même dans le programme de certification qui est une annexe contractuelle. On le précise bien, en fait, en cas de perte de l'accréditation, en fait, on prévient l'ensemble de nos certifiés qu'ils ont 6 mois pour transférer la certification. Voilà. Donc oui, c'est une obligation. Seulement, en fait, il y a des enjeux qui sont certainement différents. C'est que les entreprises qui ont peut-être perdu leur accréditation, si elles ne comptaient pas essayer de la redemander et qu'elles n'avaient pas peur de perdre toute leur clientèle, elles avaient plus trop d'enjeux à satisfaire leurs clients jusqu'au bout. J'ai envie de dire, voilà, malheureusement. Donc, ça avait quand même été compliqué et d'ailleurs, voilà, il y en a pas mal qui ont été obligés de repartir sur un audit initial. Du coup, en cas de retrait de certification ou de refus, il faut donc attendre 3 mois avant de pouvoir refaire une demande de certification. Et c'est en quoi, du coup, la déclaration est utile, ce qui n'était pas prévu avant, puisque nous, on a connu le cas. Du coup, on n'a eu aucun recours sur une entreprise qui a eu un refus, qui a demandé sa certification ailleurs et qui l'a obtenu dans le mois qui a suivi. Là, avec les déclarations, en fait, le fait de se rendre compte de ce genre de situation-là, ça peut remettre en question la certification s'il y a un refus et qu'elle est passée ailleurs et qu'on communique entre certificateurs, ça peut remettre en question finalement la nouvelle certification délivrée puisqu'elle aura été repassée dans les moins de 3 mois et sans donner les non-conformités précédemment émises. Voilà. Ensuite, il y a les cas d'extension de certification. Donc, si vous souhaitez rajouter une nouvelle catégorie d'action, je parle bien d'extension du coup d'action, donc les audits d'extension sur les catégories d'action de la demande doivent être mis en œuvre pour procéder à l'extension. C'est vraiment précisé qu'en fait, comme pour l'audit initial, il faut avoir mis en œuvre une action et que tant qu'elle n'est pas mise en œuvre, on ne peut pas planifier un audit. Donc, l'audit d'extension est réalisé à tout moment du cycle de certification, conformément au déroulement d'un audit initial. C'est ce qu'on voit, nous, au fur et à mesure, quand on a des demandes. Soit on fait une extension, soit on repart sur un audit initial complet. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre cycle. Et voilà. Voilà. Conseil au mieux, en tout cas, pour vous faire prendre la bonne décision, pour optimiser au mieux ces nouveautés. Si vous faites une demande d'extension sur un multisite, en fait, on auditera, du coup, on échantillonnera, sur les sites concernés par la demande d'extension. C'est par exemple, si vous avez, je vais essayer de prendre des carrés, mais 25 sites au total et que vous étendez sur VAE, mais uniquement sur 9 sites, on en auditera 3 sur les 9. C'est bon, j'ai réussi à faire les maths. Voilà. Et de la même façon, du coup, si jamais vous faites une extension et de périmètre et de site, pardon, et d'extension de catégorie d'action, on fera en fait un global avec les sites et les catégories d'action. Ensuite, on passe à l'article 2 qui, du coup, bon, on arrive à la fin, mais sachez que l'article 2 concerne les exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs. Maintenant, on veut prendre la parole. Oui, je prends la parole juste pour dire, il y a pas mal de gens qui commencent un peu à partir. Effectivement, c'est 14 heures. Si jamais vous avez des questions complémentaires, et je pense notamment à la partie multisite qui n'est pas simple du tout, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. On va se montrer disponible. On comprend bien que c'est assez difficile et que ça fait beaucoup d'informations en 1 heure. Mais voilà, si jamais vous avez besoin, surtout, n'hésitez pas. Et puis, donc, pour ceux qui partent, bon après-midi et bon week-end.
Merci Nathan. Du coup, de toute façon, pour l'article 2, il intéresse plutôt les organismes certificateurs qui entreraient dans la démarche d'accréditation, pardon, puisque en gros, maintenant, avant de passer l'audit d'accréditation, les organismes certificateurs n'ont pas le droit de délivrer plus de 50 certificats, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça permet qu'en cas de non-obtention d'accréditation, il n'y ait pas 500 clients qui se retrouvent embêtés et que voilà, le risque soit minimisé. Voilà, donc les 50 certificats qui sont mentionnés ici, et en cas ouais, non, rien de bien nouveau, la réémission des certificats sous accréditation selon les règles, etc. Donc tout ça, c'était déjà connu. Voilà. Enfin, honnêtement, là, à part l'histoire de borner finalement l'émission, enfin, la réalisation d'audit à 50 avant de passer l'audit initial d'accréditation, il n'y a pas de grande nouveauté. Voilà. Oui, du coup, moi, c'est bon. Si vous avez des questions, on peut rester disponible un petit quart d'heure de plus si vous le souhaitez. Sinon, eh ben, on vous libère. On vous remercie pour votre participation et votre présence. Oui, on attend un petit peu voir s'il y a des questions et puis voilà. Merci à vous, n'hésitez pas. Ça va, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était clair. C'est ça. Ça, c'était clair, c'est bon. Je vois pas la discussion. Super, on a dit que c'était clair. Mais ça. Oui, vas-y, donne, Je la vois pas la question. Un audit fin septembre. Ah, je l'ai. Donc, pour un audit fin septembre 2023, dans le cadre d'un exercice comptable de septembre à août, les bilans pénals et financiers seront ceux de l'exercice comptable 2022-2023 et non 2023-2024. Pas de souci. Pourriez-vous revenir sur la possible extension de durée de l'audit de surveillance? Oui, alors en fait, la durée de l'audit de surveillance est étendue d'une demi-journée si vous avez été néo-entrant à l'initiale. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est applicable dès à présent ou est-ce que c'est également applicable pour les anciens contrats? Donc, on va poser la question. On va poser la question. De toute façon, toutes ces questions qui restent un petit peu en suspens, on fera une FAQ, on fera un mailing à tous les participants. D'ailleurs, quand on accédera au replay, enfin, on vous donnera accès au replay. Peut-être qu'on fera le replay avant de répondre à ces questions-là, puisqu'on on attend quand même la réponse du ministère et on ne sait pas sous quel délai on va nous les donner. Du coup, la réponse pour les audits déjà planifiés, est-ce qu'on reprend les rapports pour vérifier qui est néo-entrant? Ben, ça rejoint la question précédemment posée. J'ai bon espoir que tout ce qui est déjà planifié, finalement, le reste pour pas mettre le bazar. Et il me semble que quand on avait fait la réunion où on avait parlé de ça avec le ministère, il nous avait dit que ça serait pour les nouveaux contrats à venir et qu'on ne changeait rien sur les anciens. Mais voilà, par contre, faudra-t-il mettre le certificat sur le site internet de l'organisme? Oui. Pour les audits en août, quelles sont concrètement les nouvelles dispositions? Aucune. Voilà. Mettez votre certificat sur votre site internet et dans vos locaux. Les actions auditées sont-elles juste celles qui sont enregistrées dans l'exercice du BPF? Normalement, on peut échantillonner depuis l'audit précédent. Voilà. Donc, si vous êtes en surveillance, voilà, on peut retourner sur les actions réalisées depuis l'audit initial. Et en renouvellement, on peut remonter à 3 ans. Voilà. Il faut stocker 3 ans les données pour les cycles. Voilà. OK. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous. Ah. Je te laisse prendre le... Alors, avons-nous des obligations de fournir à nos formateurs prestataires externes des éléments pédagogiques, liens informatiques, documents et les réunions suffisent? En fait, je n'ai pas bien compris la question.
Tout dépend de, j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre lien contractuel avec vos sous-traitants et de la responsabilité de chacun dans la prestation. Bon, ben, c'est que j'ai répondu, alors ça va. Est-ce qu'on... Ouais, dernière minute. Allez. On part à 14h05, histoire 14h05. d'être tout bon. Et puis, Et puis, on va même pas si vous avez des, si vous avez des questions, pareil, hein, sinon par mail, pendant un moment, on mettra à jour également la FAQ, je suppose. C'est prévu, c'est prévu. Donc, Ah, bah oui. restez un peu connectés. J'aurais dû dire peut-être avant, il en reste 50. Vérifiez vos courriers indésirables. Parce que comme on a des mailings de groupe, souvent ça part dans les indésirables et vous n'avez pas les infos. Et bon, vérifiez vos indésirables. C'est ça, Ok. en clair. Allez, merci. Merci à tout le monde. On va vous laisser. Merci. Bonne fin de journée et puis bon après-midi et bon week-end. Salut!